Riester, bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Le président de la République Merci a parlé aux Français hier sur TF1. Il a confirmé 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes d'ici la fin du quinquennat. Va falloir trouver l'argent. Vous avez des pistes? Parce que lui, il laisse tout ouvert, mais il ne précise rien. Alors, il laisse les pistes sur les baisses d'impôts, mais il y a la volonté très claire de continuer cette politique, cette stratégie économique et sociale qui est de baisser la fiscalité en France. Baisser la fiscalité des entreprises pour améliorer la compétitivité de notre pays. Et on a vu qu'il y a des résultats en matière d'attractivité d'investissement étranger, en matière de croissance, en matière de création d'emplois. Et puis, baisser la fiscalité des Français, notamment ceux qui travaillent, ceux qui sont les classes moyennes, où il y a eu la baisse, la suppression de la taxe d'habitation, il y a eu la baisse de l'impôt sur le revenu. La suppression de la redevance, c'est-à-dire suppression de la redevance. Et là, on veut aller plus loin pour envoyer un message très clair. C'est qu'on veut récompenser le travail et on veut faire en sorte que ceux qui travaillent, qui se donnent de la peine, puissent avoir un juste retour sur cet investissement. Est-ce qu'il s'agit aussi d'acheter la paix sociale? 2 milliards de baisse d'impôts, parce qu'on demande aussi à ces gens-là 2 ans de travail en plus. Vous pourriez me dire ça si la stratégie du président de la République et du gouvernement n'avait pas été celle-là depuis 6 ans. Vous savez, c'est la constance de cette stratégie économique et sociale, cette stratégie fiscale qui paye. Et c'est une étape de plus. Et dans cette stratégie, oui, il y a le travail qui est au cœur de cette stratégie, c'est de demander à nos compatriotes de travailler plus longtemps, de travailler plus. Et c'est pour ça qu'on a fait cette réforme des retraites. C'est pour à la fois équilibrer ce pilier de notre système et notre modèle social, mais c'est aussi faire en sorte qu'il y ait collectivement plus de travail et donc plus de création de richesse et donc plus de rentrée fiscale pour financer notre modèle social, pour financer les services publics, pour financer les investissements dont on a besoin pour l'avenir. Le président a assumé complètement cette réforme hier comme les jours précédents. Il a ajouté une phrase mystérieuse, il a dit le vrai mépris, c'est le mensonge. Qui visait-il ? Écoutez, il visait toutes celles et ceux qui sont dans le déni de la réalité. Toutes celles et ceux qui nous ont expliqué qu'on pouvait ne pas reporter l'âge légal de départ en retraite sans expliquer comment financer les déficits à venir. Ceux qui, par exemple, comme le groupe Lyot, ont déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour revenir sur les reports de l'âge de 62 à 64 ans et qui n'expliquent pas du tout comment ils vont financer ça. Alors justement, c'est cette incapacité de regarder la réalité en face. Et vous savez, la réalité, elle revient. Parce que elle revient en pleine face si on ne l'a pas regardé très clairement en face, justement. Et donc, je crois vraiment que ce qui fait la différence entre le président de la République, la première ministre, le gouvernement et la majorité, qui sont déterminés à prendre dossier après dossier pour régler les problèmes concrets de nos compatriotes, et un certain nombre d'oppositions qui cherchent le chaos, qui cherchent la perturbation et qui regardent pas en face les problèmes, je crois qu'il y a une vraie différence. Alors, vous évoquiez cette proposition de loi Lyot pour abroger cette réforme des retraites. Elle sera débattue le 8 juin à l'Assemblée nationale, sauf si l'article 40 de la Constitution est activé, qui permet de considérer comme irrecevable toute proposition dégradant les finances publiques. Les groupes de la majorité se réunissent aujourd'hui. Est-ce que vous souhaitez que cet article 40 soit déclenché ? Écoutez, clairement, c'est, je dirais, non conforme à la Constitution du fait de cet article 40. Clairement, il n'y a pas de débat là-dessus. Alors, il y aura dans les jours qui viennent, jusqu'au texte dans l'hémicycle, les opportunités de faire jouer cet article 40. C'est à l'Assemblée nationale de prendre ces décisions-là. Mais ça vous semble logique? Mais c'est logique puisque, encore une fois, ils créent 15 milliards ou 18 milliards de dépenses supplémentaires sans expliquer comment ils financent. À tel point qu'ils mettent dans leur article 2 de leur proposition de loi qu'ils veulent une conférence sociale à organiser plus tard pour voir justement comment on finance tout ça. C'est irresponsable. Ça ne suffit pas d'avoir ce rendez-vous ? C'est irresponsable notamment en termes financiers, mais c'est irresponsable en termes aussi de fonctionnement démocratique. Regardez, on a une proposition de loi qui vient un mois seulement après la validation de la promulgation de la loi par le Conseil constitutionnel et qui a quasiment aucune chance d'aboutir puisque le Sénat repousserait plus exactement cette proposition de loi. Donc oui, on est dans le mensonge de nos compatriotes. On ment à nos compatriotes et c'est grave parce que quand on est un responsable politique, quand on essaye de proposer des choses à nos compatriotes, encore faut-il ne pas les tromper. Et là, c'est une tromperie. C'est non financé. 2, si cette loi arrivait au Sénat
elle ne serait pas votée par le Sénat. Et troisièmement, on va pas refaire les processus législatifs en permanence. Il y a eu des débats pendant des semaines, il y a eu des votes, il y a eu 175 heures de débat, il y a eu des votes, la loi a été promulguée, validée par le Conseil constitutionnel. Un mois après, on remet pas le sujet sur le tapis. Mais si vous utilisez cet article 40, on va vous dire, voilà, après le 49.3, après le 47.1, vous sortez l'article 40, il y a de la brutalité exécutive. On ne sort pas l'article 40, c'est l'Assemblée nationale qui, dans son processus, peut faire appel à l'article 40 pour rendre irrecevables des lois. Bon, des propositions de loi. Et nous voulons respecter la Constitution. Enfin, c'est quand même une drôle d'idée que d'imaginer que dans une démocratie comme la nôtre, il faudrait s'asseoir sur la Constitution, c'est-à-dire la règle commune qui protège nos droits, mais qui aussi fait en sorte que nous puissions organiser la vie démocratique de notre pays. Et l'article 40 est un des éléments de cette organisation de la vie démocratique pour pas qu'on discute de sujets qui sont des sujets non financés, par exemple. Le président de la République a bien défendu hier le 49.3 en expliquant que des grandes lois avaient été votées ainsi, la dissuasion nucléaire, la CSG par exemple. Ça veut dire que vous allez l'utiliser encore en cas de besoin, par exemple sur la loi sur l'immigration ? Écoutez, la Première ministre l'a dit très clairement, que par exemple sur les questions financières, c'est quelque chose qui pourrait être utilisé, et on n'exclut pas l'utilisation de ce 49.3. Mais vous savez, depuis le début du quinquennat, on a d'abord et avant tout cherché des majorités plus larges que la majorité présidentielle. C'est votre travail, ça. Oui, et ça devient de plus en plus difficile tous les jours, non ? Oui, mais écoutez, on y arrive. Encore depuis la réforme des retraites, il y a eu des lois qui ont été votées. On a voté en tout 30 lois, dont 27 avec une majorité plus large que la majorité présidentielle, sans recours au 49.3. On a utilisé le 49.3 pour les deux lois financières, budget de la sécurité sociale, et sur la réforme des retraites. Toutes les autres lois, et des lois importantes, sur par exemple les éoliennes, le nucléaire. Exactement, sur la réforme du ministère de l'Intérieur, avec les moyens pour le ministère de l'Intérieur, avec la réforme de l'assurance chômage, avec beaucoup de textes qui ont été votés en allant convaincre les oppositions constructives de la pertinence de ce qu'on proposait, en tenant compte de leurs remarques, en faisant un travail très important au niveau de la majorité. Les députés à l'Assemblée nationale de la majorité ont fait un travail remarquable avec leurs collègues des oppositions constructives pour arriver à des consensus. Vous savez, le gouvernement a proposé des projets de loi, a été à l'écoute des parlementaires, mais ceux qui ont réussi à faire ces alliances, ces compromis et à réussir à avoir des majorités plus larges, c'est d'abord et avant tout les députés de la majorité, des trois groupes de la majorité. Il y avait tout de même en filigrane l'espoir qu'un jour on soit dans quelque chose de plus stable, une coalition, un pacte de gouvernement, avec une partie des oppositions constructives, notamment LR. On a l'impression que le président de la République, dans l'opinion, dans son interview hier, a enterré cette idée de coalition. Pour vous, elle est morte aussi ? Non, mais il s'agit pas d'enterrer, il s'agit d'être là aussi loin du déni de réalité. Clairement, les dirigeants de LR ont dit qu'ils ne souhaitaient pas, à l'instant T, être dans une démarche de coalition. Ils sont divisés, il y en a pour, il y en a plus. Mais globalement, leurs dirigeants ont dit qu'ils n'étaient pas favorables à cette coalition à l'instant T. Donc, travaillons avec eux, comme nous le faisons au quotidien, pour texte par texte trouver des majorités plus larges. Là encore, soyons efficaces, soyons dans le réel, et n'essayons pas d'imaginer des réalités qui ne sont que des réalités virtuelles. Est-ce que c'est une réalité virtuelle que de dire que l'immigration, ça pourrait passer par référendum ? L'article 11 permet de réorganiser les services publics et de proposer ça en référendum. C'est bien réorganiser les services publics, l'immigration. L'analyse qui est la nôtre, c'est que c'est pas dans le champ de l'article 11 de la Constitution, mais sur ces questions d'immigration, il y a une volonté très claire d'avancer. La Première ministre a demandé à Gérald Darmanin, en lien avec Olivier Dussopt et moi-même, de trouver les voies de passage avec les oppositions constructives pour répondre concrètement à des problèmes qui sont importants aujourd'hui, pour accélérer les procédures, pour mieux sanctionner les passeurs, pour mieux sanctionner les trafiquants d'êtres humains, puisque ce sont des trafiquants d'êtres humains qui font du commerce de l'immigration, et donc d'être plus efficace à la fois dans la lutte contre l'immigration clandestine, et en même temps pour faciliter l'intégration, pour que, par exemple, celles et ceux qui sont sur notre territoire parlent mieux le français, pour faire en sorte que celles et ceux qui travaillent depuis des années dans certaines entreprises puissent avoir un titre de séjour, alors qu'aujourd'hui c'est pas possible. Et il ne s'agit pas de faire un appel d'air, bien évidemment, loin s'en faut, pour davantage d'immigration incontrôlée, mais c'est simplement pour tenir compte d'une problématique réelle, là aussi, dans les entreprises, dans les administrations. Vous êtes maire d'une commune qui a un hôpital,
Vous savez qu'il y a des médecins, parfois d'autres pays, qui ont des problèmes de titre de séjour alors qu'on a une grande demande de médecins dans l'hôpital. Donc c'est répondre à ces problèmes très concrets, très pragmatiques, avec beaucoup de détermination, et on pense qu'on peut avoir une voie de passage avec les oppositions constructives. Et le référendum pourrait servir sur d'autres sujets. Je pense à la fin de vie, par exemple. Alors, je ne sais pas sur la fin de vie, oui, mais sur le principe, le référendum est un outil là aussi de la Constitution, et le président de la République a dit qu'il n'était pas du tout fermé à l'utiliser. Donc, faut s'attendre à ce que ça vienne un moment dans le débat. Ça ferait respirer la démocratie alors que la majorité est relative. Oui, pourquoi pas. Je crois que c'est un outil utile et qui doit être utilisé le moment venu à bon escient. Et c'est ce qu'a en tête le président de la République, visiblement. Demain, Elisabeth Borne reçoit le maire démissionnaire de Saint-Brévin qui a craqué parce qu'il était harcelé. Vous avez été maire longtemps de Coulommiers. C'est un métier dangereux. En tout cas, c'est un métier sous pression, c'est un métier où on est en contact avec les gens, c'est un métier formidable. Et travailler concrètement, localement, améliorer la vie des gens, c'est un métier exceptionnel. Comment protéger une fonction exceptionnelle, parce que c'est pas un métier, c'est un engagement, une fonction exceptionnelle. Mais c'est vrai qu'il y a un certain nombre de nos compatriotes, loin s'en faut la majorité, mais quelques-uns qui sont de plus en plus exigeants et voire violents avec les élus. C'est inacceptable, parce que quand on touche à des élus, on touche à la République dans son ensemble. Et donc il faut être très ferme, beaucoup plus de moyens pour accompagner les élus qui sont sous la pression, qui subissent des violences ou des menaces, mieux lutter, mieux sanctionner contre ceux qui se livrent à de telles pratiques. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, être maire, c'est une tâche rude, notamment dans les communes rurales, ou dans les petites communes, parce qu'il n'y a pas les moyens des services des communes plus importantes. Et donc on est au four et au moulin, et en plus on est à portée de gifle, comme on dit souvent. Et ben il faut être très ferme avec nos maires, avec nos élus plus largement, qui font un travail exceptionnel au service de l'intérêt général. Le président de la République annonce une nouvelle décentralisation, une vraie décentralisation. Il faut cela. Ça peut se réaliser dans un pays comme la France, avec sa tradition très centralisée. Oui, je le crois, c'est nécessaire. Je crois que c'est nécessaire de simplifier les compétences entre les différents échelons administratifs de notre pays, entre la commune, le département, les régions, l'État, l'Europe, et clarifier les responsabilités. Qui fait quoi? Et avec peut-être plus d'autonomie financière, peut-être plus d'autonomie de décision, mais avec aussi la responsabilité plus clairement précisée, ce qui est aujourd'hui loin s'en faut, pas le cas malheureusement. Franck Riester, merci beaucoup et bonne journée. Merci à vous.